Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. À la une de l'actualité, stopper la propagation de la Covid-19, défi que compte relever le département en charge de l'assainissement en cette période de préparation de la Tabaski, mise en place de toilettes mobiles au niveau des lieux publics et points de vente et curage des canaux. Quelques actions menées par son département en partenariat avec les collectivités territoriales. Le directeur général de l'assainissement, Seydi Ababacar Mbaye, réagit dans cette édition qui va consacrer une large fenêtre aux préparatifs de la fête de l'Eid el-Kébir, plus communément appelée Tabaski. Donc nous ferons le point dans les points de départ enregistrés, donc qui ont enregistré beaucoup de monde à Saint-Louis et à Dakar. Au même moment, Tabaski qui se prépare au moment où la Covid-19 a fait 200 décédés, 3105 malades sous traitement et 156 nouvelles contaminations signalées aujourd'hui. Sur l'international aux États-Unis, pour stopper net la recrudescence de la criminalité, le gouvernement dépêche des agents fédéraux dans 3 villes où le taux de criminalité est plus qu'élevé. Info Éco complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, lutte contre la Covid-19 en cette période de Tabaski. Le département en charge de l'assainissement multiplie les actions pour stopper la propagation de la Covid-19. Toutes les agences sont mobilisées. Les collectivités territoriales sont accompagnées dans la mise en place de toilettes mobiles au niveau des lieux de rassemblement, notamment les points de vente de moutons. À cela s'ajoute le curage des canaux et la sensibilisation contre la défécation à l'air libre. Les précisions du directeur de l'assainissement au ministère de l'eau et de l'assainissement, il se nomme Seydi Ababacar Mbaye. Il est avec Babacar Sam. Quand on sait qu'évidemment il y a les lieux de vente des moutons qui constituent vraiment en quelque sorte des lieux de rassemblement. En réalité, dans ces zones, il doit exister évidemment des toilettes mobiles. Là, c'est du ressort des collectivités territoriales qui évidemment peut être accompagnées par les services de l'État, comme en fait les services régionaux d'assainissement, pour mettre en disposition tout simplement ces dispositifs donc de toilettes sur place. Mais il y a aussi évidemment d'autres aspects sur lesquels c'est le curage des canaux, parce que quand on sait qu'aussi il y a la gestion justement donc des déchets. À ce niveau-là, je crois que c'est important que l'ONAS, l'opérateur, travaille en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, mais aussi avec d'autres entités qui gèrent les déchets solides, tels que l'unité de gestion des déchets, qui en réalité, avec une synergie d'ensemble, peuvent aboutir tout simplement une bonne gestion, tout simplement donc des déchets, que ce soit déchets liquides et déchets solides. Et pour faire enchaîner évidemment de façon convenable les canaux existants, que ce soit les canaux à ciel ouvert et aussi les canaux qui sont en quelque sorte fermés. Donc voilà ces deux orientations sur lesquelles ces dispositifs sont mis en exergue. Mais il y a un autre point, c'est les bonnes pratiques. Les populations aussi doivent mettre en exergue le respect évidemment des gestes barrières. C'est important aussi, je crois qu'en milieu rural surtout, où la défécation à l'air libre est un peu pressante parce que ça ici actuellement dans certaines localités. La direction de l'assainissement avec ses partenaires l'UNICEF et les services nationaux donc joue un grand rôle là-dessus pour sensibiliser cette population rurale-là, donc à mettre fin à la défécation à l'air libre. Parce que, évidemment, cette défécation à l'air libre-là constitue en quelque sorte quelque chose qui donne tout simplement des conséquences néfastes. Et aussi, ajouter aussi ce qu'on appelle les activités de nettoiement. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de s'occuper seulement au niveau du ménage, mais tout autour du ménage, au niveau des places publiques, tout ça doit être propre. Et là, en fait, cette activité communautaire permet donc en quelque sorte de régler ce problème aussi d'insalubrité, et ça contribue à stopper la propagation de la pandémie, mais surtout à faire reculer cette pandémie au niveau de cette communauté. C'était le directeur de l'assainissement au ministère de l'eau et de l'assainissement, Ababacar Mbaye, qui revenait donc sur les actions en partenariat avec les collectivités territoriales pour lutter contre la Covid-19 en cette période de Tabaski. Justement, à quelques heures de la fête de l'Eid el-Kébir, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé renforce son dispositif de sensibilisation sur le terrain. Nous écoutons à ce propos Dr Ousmane Gueye, le directeur du SNEPS, joint par Mame Diarra Da Silva. Nous avons renforcé notre dispositif de sensibilisation qui consiste effectivement aujourd'hui à faire une sensibilisation de proximité, comme on le dit souvent, mais également à distribuer des masques à la population, surtout au niveau des forêts, au niveau des gares routières, au niveau des marchés. Mais aussi ces activités
que le SNEPS est en train de coordonner est en parfaite corrélation avec ce qui est en train de se faire au niveau de la région médicale de Dakar. Vous savez, aujourd'hui, avec la région médicale de Dakar, nous avons déployé pratiquement 12 000 volontaires dans tout le département de Dakar. Et Dakar est divisé en 12 districts. Chaque district, il y a 1000 volontaires. Et les 1000 volontaires sont recrutés localement. C'est pas un volontaire de Guédiawaye qui va se retrouver à Pikine ou bien qui va se retrouver à la Médina, mais au contraire, c'est un volontaire de Guédiawaye qui se retrouve à Guédiawaye. Donc, il y aura 1000 volontaires pour chaque district. Et ces 1000 volontaires sont encadrés par des socio-anthropologues et des médecins. Et ce sont ces derniers qui entrent dans les maisons, qui entrent dans les quartiers, qui parlent à la population, qui leur donnent des masques, mais également qui discutent avec la population, ce que nous appelons aujourd'hui le concept de co-construction. Donc, c'est ce dispositif aujourd'hui qui est mis en œuvre au niveau de Dakar et également au niveau de Thiès et au niveau de Diourbel. Et il en sera ainsi après la Tabaski aussi? Effectivement, on va continuer sur cette même démarche après la Tabaski. Vous savez, après la Tabaski, il y a aussi d'autres fêtes religieuses qui seront là. Il y aura le Magal de Touba, il y aura des Gamou et autres. Donc, nous continuons à faire cette démarche qui sera implémentée un peu partout dans le Sénégal. Mais à côté de ces sensibilisations de proximité, il y a ce qu'on appelle cette caravane itinérance que le SNEPS est en train de faire aussi au niveau des zones de rassemblement, au niveau des quartiers. Donc aujourd'hui, sachez que tout le monde est mobilisé, que ça soit les relais communautaires, que ça soit les Badjengo. Tous les acteurs communautaires sont mobilisés pour parler à la population, pour construire avec cette population le véritable message qu'il faut livrer. Docteur Ousmane Gueye, le directeur du service national de l'éducation et de l'information, qui revenait sur le dispositif qui a été renforcé, dispositif de sensibilisation à quelques heures de la Tabaski, la fête de la Tabaski qui sera célébrée dans un contexte de propagation fulgurante de la Covid-19. Le Sénégal a donc atteint le cap des 200 morts pour 9 961 cas positifs. 156 nouvelles contaminations ont été signalées ce jour, d'après le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 1963 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 128 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Popenguine 3, Thiès 3, Guédiawaye 2, Pikine 2, Touba 2, Rufisque 2, Ziguinchor 2, Diamniadio 2, Diourbel Diamniadio 1, Diourbel 1, Fatick 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ndofane 1, Ouakam 1, Richard Toll 1 et Vélingara 1. 64 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 28 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9 961 cas ont été déclarés positifs, dont 6 655 guéris, 200 décédés et donc 3 105 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un bon rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle aux populations le respect des mesures de prévention individuelle et collective, notamment surtout le port obligatoire de masques, le lavage fréquent des mains, le respect également de la distanciation physique dans les lieux publics et rassemblements, surtout à l'occasion des préparatifs de la fête, à l'occasion des voyages et des autres courses domestiques. Je vous remercie de votre attention. C'était Dr Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Docteur, vous l'avez dit, parmi les mesures préventives donc contre la Covid-19, le lavage des mains figure en pole position. Justement, l'accès à l'eau potable pose problème à Tataguine. La municipalité a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de l'adduction d'eau dans ces villages, mais des difficultés persistent, si l'on en croit le maire de cette localité, donc Déthié Faye, au micro de Ngorsa.
Depuis qu'on est à la tête de cette commune, nous avons fait des efforts considérables sur le plan de l'adduction d'eau. Des zones qui, depuis très longtemps, ne pensaient même pas en bénéficier. Mais le problème réel auquel nous sommes confrontés, c'est le fait que l'eau soit gérée par des concessionnaires privés, ce qu'on appelle la société d'exploitation hydraulique. Ces sociétés, c'est des privés. C'est eux qui ont le monopole de l'eau et parfois l'accès n'est pas facile et même la quantité n'est pas suffisante par rapport à beaucoup de zones qui sont prises en charge par ce projet-là. Mais on pouvait lister beaucoup de choses et beaucoup d'ouvrages qui ont été faits, soit des adductions d'eau. Depuis 2015, dans toutes les salles de communes, il n'y a pas un village qui n'en a pas bénéficié. Maintenant, le problème réel, c'est par rapport maintenant au branchement à domicile. Ce branchement à domicile pose problème parce que nous ne gérons pas ça. C'est le CO qui gère ça. Et pour une distance de 5 mètres, il faut au minimum payer 75 000. Donc c'est ça où il y a le problème. Mais par rapport maintenant à la couverture, dans tous les villages de la commune, il y a des tuyaux. Ce qui reste, des bonnes fontaines, ce qui reste maintenant, c'est le branchement au niveau des familles. Et là, c'est une question privée. C'est une question aussi que nous ne pouvons pas beaucoup intervenir parce que c'est l'État qui a confié à ce concessionnaire la gestion de cette eau. Que nous, pendant trop longtemps, on a toujours déploré. Et nous pensons que l'État est conscient de ce phénomène et il prendra les mesures idoines pour au moins améliorer la situation là. Mais nous, en tant que commune, chaque année, nous dégageons un budget assez consistant pour faire des adductions d'eau. Je peux en lister plusieurs villages, d'où même des bonnes qu'on a mis. Et chaque année, on en a fait. Plus même cette année avec nos partenaires, on en a fait jusqu'à construire maintenant des latrines un peu partout, dans les villages comme Khondion, Belon, etc., etc. Mais le problème réel de l'eau, c'est surtout par rapport à la gestion de ce privé qui ne facilite pas maintenant aux populations l'accès, surtout pour les branchements à domicile, ce qu'on appelle les branchements sociaux. Ça, c'est un réel problème. C'était Déthié Diouf, le maire de Tataguine, qui est revenu sur le problème d'accès à l'eau potable. Justement, retenez avec nous ce bulletin d'avis de vent fort, vent momentanément assez fort de secteur sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h demain jeudi sur la Casamance de 6h à 12h et au large de la Petite Côte de 12h à 23h. Donc cet avis, fin prévue de l'avis le jeudi 30 juillet à 12h sur la Casamance et à 23h sur la Petite Côte et au Saloum. Sud FM. Et nous parlons de la Tabaski 2020, une forte affluence des clients notée au niveau de la gare routière des Beaux Maraîchers. C'est à Pikine, les plis ont flambé. Constat avec El Hadj Moussa Thiam. C'est l'affluence au niveau de la gare des Beaux Maraîchers de Pikine. On presse le pas, bagages à la main, pour avoir une bonne place dans les bus qui ont déjà récupéré leur manifeste de voyage pour pouvoir effectuer le voyage. Pour accéder à la gare, on doit d'abord passer sous une tente pour vérification de température. Ici, on ne badine pas avec le protocole sanitaire. C'est Abdou Khadr qui est préposé devant la grande porte pour y veiller. Non, bon, de petits problèmes, mais bu ñuy wax ak ñoom enfin comme ak ni fi jamono toll ak ni affaire yi demee dinañ leen raisonner en fin de compte dinañ comprendre xam ne lii moom mbiru ñëpp la loolu nag ñu fagaru. Certains voyageurs sont conscients de la situation de la pandémie au Sénégal. C'est le cas de cette femme qui se rend à Linguère. Alors vous rentrez pour la Tabaski? Oui. Alors est-ce que vous avez pris toutes les dispositions par rapport au port masque? Oui, j'ai pris toutes mes dispositions par rapport au coronavirus. Dans la gare des Beaux Maraîchers, le prix du transport a encore flambé. Certains prix passent au double. L'argument brandi par les chauffeurs, c'est qu'ils roulent caisse vide au retour. Il faut ñu yeb ci takale ci parce que fi ni Tamba ay jamono yoyu. Ndek ba ñaata la won? 6350. Mais légui ni ak 10 000 francs lañ ko def. Parce que fi ni ci lay sol gasoil, aller ci lay sol gasoil retour. Ci gëna frais di ngay def yépp. Les autorités sanitaires avaient suggéré aux populations d'éviter les déplacements pour la fête de la Tabaski afin d'éviter la propagation du virus, ce qui semble tomber dans l'oreille de sourds vu la forte affluence notée au niveau de la gare. Bondi Dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, le décor n'est pas le même au niveau de la gare routière de Saint-Louis. Là-bas, il n'y a aucune hausse sur les tarifs. Yves Teneng. Nous sommes à la gare routière de Saint-Louis qui refuse présentement du monde en cette avant-veille de la célébration de la fête de la Tabaski. Au niveau de chaque point de départ, c'est l'effervescence totale chez les voyageurs très déterminés à rallier leurs villes et localités respectives pour aller fêter en famille.
Amadou Diaoguei est l'un d'eux. Oui, je vais sur Géoul pour passer la fête de Tabaski dans ma ville natale. Ok, en famille. Dans cette gare routière de Saint-Louis, les mesures barrières relatives au protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19 sont bel et bien respectées, se réjouit notre voyageur. Bon, concernant les mesures sanitaires, les voyageurs se sont mis à l'œuvre pour respecter ces mesures. Et c'est le constat que j'ai fait à mon arrivée ici à la gare routière de Saint-Louis. Au niveau de votre véhicule également? Au niveau de votre véhicule, toutes les dispositions ont été prises pour respecter les mesures barrières concernant le déplacement. Les coxeurs sont même en train d'enregistrer les destinations des voyageurs, leur numéro de téléphone et éventuellement leur identité. Cependant, aucune hausse n'a été jusque-là signalée en ce qui concerne les tarifs du transport. Les tarifs sont respectés. Pour les déplacements, les tarifs sont respectés. Pour le moment, il n'y a pas d'hausse pour les déplacements. Une situation dont se réjouit pour le moment les nombreux voyageurs qui continuent d'arriver par vagues au niveau de cette gare routière. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci à Yves Tendeng. Nous quittons Saint-Louis. Vous nous écoutez sur la 93.2 pour nous rendre à Kaolack. Vous nous suivez sur la 94.6 et toujours parler de la Tabaski. Le marché est correctement approvisionné en moutons, nous dit La pandémie du coronavirus tant redoutée n'a pas finalement impacté sur le ravitaillement en moutons de Tabaski de Kaolack. Les foirailles de la région sont très bien approvisionnés et les camions en provenance de pays comme le Mali et la Mauritanie continuent de débarquer des centaines et des centaines de moutons. À J-3, Kaolack a réceptionné plus de 71 000 têtes de moutons contre 51 000 en 2019 à la même période, ce qui fait un surplus de plus de 20 000 têtes de moutons. Dans toutes les artères de la ville, les éleveurs locaux ont également exposé des moutons de case. Les effectifs recensés dépassent 9 500 têtes contre 7 000 l'année précédente, ce qui fait également un surplus de plus de 2 000 têtes. Les tarifs très chers la semaine passée ont commencé à chuter avec le rush. Les fourchettes de prix qui étaient comprises entre 100 000 et 400 000 sont aujourd'hui entre 70 000 et 300 000. Il y en a pour toutes les bourses. Dans les différentes foirailles, la sécurité est bien présente, mais dans ce contexte de Covid-19, les gestes barrières sont foulés du pied par vendeurs et acheteurs, ce qui augure des lendemains sombres avec la propagation de la maladie dans la région. Kaolack a déjà dépassé les 100 contaminations et a enregistré son 10e décès. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Nous quittons Kaolack pour revenir à Dakar pour nous intéresser aux salons de coiffure qui sont débordés. Parmi la clientèle, il y a beaucoup plus de petites filles, nous dit Aïssatou Gueiba. Ce salon de coiffure est débordé de monde. Beaucoup d'enfants attendent devant la porte avec impatience leur tour pour se faire des tresses, brushing, lavage des cheveux, tout un dispositif pour démarrer les activités. Pour les plus jeunes, la méthode est simple. Pour accomplir leur travail, il leur faut une distraction. Vous lui mettez le dessin animé pour qu'elle se calme? Oui. D'accord. Un travail de dur labeur, elles n'ont pas fermé l'œil de la nuit et pourtant, disent-elles, le coronavirus a bien ralenti leurs activités. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de monde. Mais pour l'instant, vous avez trop de clients. Non, pas beaucoup par rapport à l'année passée. C'est franchement, je te dis, d'habitude, les clients venaient à 5 h du matin jusqu'à 8 h du matin. La dame, elle vient de me dire que vous n'avez pas dormi depuis 7 h du matin. Oui, on a l'habitude de le faire. Mais maintenant, ça fait 4 jours qu'on a fait ça. D'habitude, une semaine. Comme on a avec le truc de Covid-19, on n'a pas le choix. C'est les 4 jours qu'on a travaillé. Mais d'habitude, une semaine, on démarre notre événement. Cette fille, pourtant encore très jeune, mais elle semble quand même trouver du plaisir à voir de belles tresses pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Et ça fait combien de temps que tu viens ici pour te tresser? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et tu aimes bien les tresses qu'on te fait? Oui. Tu adores? Oui. Merci à Aïssatou Gueiba qui s'est donc rendu au niveau des salons de coiffure où ces salons donc qui sont débordés en cette veille de fête de la Tabaski. La division des investigations criminelles de la direction de la police judiciaire a été saisie d'une plainte suite au braquage le 21 juillet dernier en plein jour par des individus d'un magasin 6 aux allées du Centenaire et appartenant à un ressortissant chinois. Contrairement aux informations diffusées à travers les réseaux sociaux,
sociaux et dans certains organes de presse. Au lieu de 96 millions de francs CFA, c'est une somme de 70 millions qui a été emportée par les malfaiteurs en plus de téléphones portables. Par ailleurs, les investigations en cours ont pour le moment permis l'interpellation du cerveau de la bande qui est un ex-agent radié des cadres de police et un de ses acolytes d'après le chef du bureau des relations publiques de la police nationale. Sud International. Sur l'international, tout d'abord en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié déclare un troisième mandat de Ouattara serait illégal selon la constitution ivoirienne. Dans une interview exclusive accordée à France 24, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain, affirme qu'il se présente non pas pour faire de la figuration, mais pour bien gagner. Je rappelle qu'il a été désigné candidat par son parti, le PDCI-RDA. Il nie que son âge avancé, 86 ans, soit un désavantage et s'engage au contraire à faire une place privilégiée aux jeunes s'il est élu. Nous restons à Côte d'Ivoire pour vous rappeler qu'aujourd'hui le RHDP se réunit en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Il sera question du choix du nouveau candidat qui va porter les couleurs du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain. Et nous allons vers les États-Unis où le gouvernement de Donald Trump a annoncé aujourd'hui l'envoi d'agents fédéraux dans 3 nouvelles villes américaines, à savoir le Cleveland, Detroit et Milwaukee, dirigés par des démocrates pour les aider à endiguer une recrudescence de la criminalité. Selon le ministre de la Justice, Bill Barr, à travers un communiqué, ces 3 villes connaissent une hausse troublante des crimes violents, particulièrement des homicides. Dans la page sportive, nous allons nous intéresser au basketball avec les techniciens qui exigent une commission des entraîneurs au sein de la Fédération sénégalaise, améliorer le niveau de formation des entraîneurs par la formation continue, un des objectifs de la dite commission, nous dit le secrétaire général de l'association des techniciens locaux, Cheikh Sarr, avec Odile Minkilan Bandiaki. Pour la mise en place d'une commission technique fédérale des entraîneurs. C'est une des missions de la Fédération nationale de favoriser la création de l'association des entraîneurs. Et ça, c'est effectif depuis longtemps. Mais si cette création est effective depuis longtemps, la mission est encore en stagnation, puisque de cette association devrait sortir une commission fédérale technique des entraîneurs qui doit faire partie de la Fédération nationale. Alors, un lien solide et constant doit être entre l'association des entraîneurs et la Fédération à travers cette commission technique fédérale. On a des objectifs qui sont très spécifiques de la commission technique des entraîneurs, parce que nous cherchons à améliorer le niveau de formation des entraîneurs par la formation continue, qui est différente de la formation initiale que gère la direction technique nationale, par des diplômes d'entraîneurs premier, deuxième, etc. Mais nous, c'est la formation continue qui nous intéresse. Alors, notre rôle, c'est de suggérer des propositions, des suggestions et prendre des initiatives pour tous les sujets liés aux entraîneurs. Voilà, il y en a beaucoup. Et on veut aussi préparer et mettre en place des critères et les normes d'obtention de la licence d'entraîneur qui n'existent pas. Nous voulons aussi aider la direction technique à valider et délivrer une licence d'entraîneur en fonction des niveaux, parce qu'on a beaucoup de niveaux. On a le niveau de la petite catégorie, on a la deuxième division, on a la première division, on a les entraîneurs nationaux. Donc, il faut catégoriser tout ça. On va aussi préparer un code de conduite pour les membres. Parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui agissent dans la sphère basketball, mais on n'a pas de code. Et ce code-là doit être validé par la commission technique qui est dans la fédération. Et on ne peut rien faire si la fédération ne le valide pas. Alors, on doit aussi protéger les intérêts des entraîneurs devant les tiers, les litiges de contrat, les droits. Qui va défendre les entraîneurs si c'est pas nous? Et ça, ce sont les statuts qui doivent le légiférer. Tout ça là, c'est vraiment, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de points. Il y en a, c'est l'association pour les gérer. Les autres, c'est la commission fédérale qui est dans la fédération qui doit les gérer. Comme on a des commissions fédérales des arbitres, comme on a des commissions fédérales des joueurs, on doit avoir notre commission qui est différente de la direction technique. Voilà. Sud FM, l'invité du jour. Dans ce 18h, nous recevons le sociologue Djiby Diakhaté. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Dr Djiby Diakhaté, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue, alors nous allons parler de la Tabaski dans ce contexte de Covid.
La Tabaski, c'est surtout des moments de rassemblement. Quelle stratégie pour éviter la propagation de la Covid? Ce qui est évident, c'est que les populations sont en train de se déplacer d'une localité à une autre pour fêter la Tabaski, parce qu'il est clair que dans nos us, dans nos traditions, dans nos coutumes, la Tabaski se présente comme une fête majeure, comme un événement majeur, et les gens trouvent cette occasion-là pour se rencontrer, pour resserrer les relations entre les individus, entre les familles d'acteurs, et en conséquence, ça entraîne une certaine effervescence sur le plan populaire. En conséquence, je crois que dans ce contexte de Covid, il fallait prendre un certain nombre de dispositifs palliatifs pour éviter la propagation liée au déplacement massif des populations à l'occasion de cette fête-là. Cela passe par d'abord la consolidation des mesures qui avaient été prises par le gouvernement à la suite du déconfinement annoncé par le président de la République. Le ministère du Transport avait mis en place un protocole appliqué à tous les espaces de départ, à tous les garages, donc il fallait consolider ce protocole-là. Or, on se rend compte que les gens maintenant se déplacent à partir non des garages qui ont été retenus, mais à partir de points de départ divers disséminés sur l'étendue du territoire. Ça, c'est un premier problème. Deuxième chose qui me semble importante, c'est la mise en place de comités d'accueil pour les visiteurs qui arrivent dans les quartiers, qui arrivent dans les villages différents du pays. Donc, et là, ça pourrait s'organiser autour des chefs de quartier et autour des districts sanitaires, des postes de santé notamment. Donc, une structure chargée d'accueillir les visiteurs au niveau des points de chute et leur dire, évidemment, ou alors rappeler les mesures qu'il faut adopter à l'occasion de la fête. On va être en famille, on va manger en famille, mais qu'on continue quand même à garder les mesures barrières. Entre autres mesures barrières, quand on mange autour du bol, que personne ne parle. Parce que tout le monde sait que quand les gens parlent, ils libèrent des gouttelettes qui peuvent faire l'objet de propagation de la maladie. Autre chose, c'est que les gens évitent de partager les mêmes verres, surtout quand ils boivent du thé ou qu'ils prennent des jus. Que les gens, lorsqu'ils sortent de la maison pour aller saluer les autres familles, comme ça se fait à l'occasion de la Tabaski, que les gens mettent les masques quand ils se déplacent de famille en famille, de concession en concession, et qu'on évite, surtout dans certaines localités, que l'on évite le plus possible les plats communautaires. Parce que ça se fait dans certaines localités. C'est des plats qui sont apportés au niveau du grand fromager, au niveau de la grande place, et vous avez les gens de même génération qui se regroupent autour de bols. Alors toutes ces choses-là devraient être dans une certaine mesure prises en charge comme des mesures de prophylaxie pour éviter la propagation de la maladie, parce que de toute façon, contrairement à l'appel du ministre de la Santé, qui voudrait bien que les gens restent là où ils sont pour éviter la propagation, on se rend compte que les gens se déplacent. En conséquence, il faut bien ces mesures de prophylaxie. Il me semble que ce n'est pas encore trop tard. Il y a possibilité de mobiliser les chefs de quartier, les comités de quartier, les comités villageois autour des points de chute des personnes qui viennent de l'extérieur et les renforcer en termes de comportement à adopter pour éviter la propagation au niveau de la famille et la propagation au niveau de la communauté. Comment se départir de ces vieilles habitudes? Un peu difficile à l'occasion d'une Tabaski de se départir de ces habitudes, à la limite même impossible, mais ce qu'on peut faire, c'est accompagner ces habitudes avec des comportements à adopter de façon ponctuelle et de manière à créer une situation qui ne permet pas au virus de se propager rapidement. Donc, c'est clair que les gens vont continuer à entrer dans les concessions, à présenter leur pardon, comme on fait à l'occasion de la Tabaski. Les enfants vont demander les cadeaux dans des familles, donc ils font circuler de quartier en quartier pour demander des cadeaux. Les gens vont manger autour d'un bol au niveau de l'espace public. Ça se fait, c'est de vieilles habitudes, c'est des us et des coutumes qui se sont sédimentées. Ça va être difficile de les déraciner à l'occasion d'une seule journée, mais par contre, on peut renforcer les attitudes des gens, les réflexes des gens en les amenant le plus possible à respecter les gestes barrières tout en s'adonnant à ces exigences des us et des coutumes. Qu'en est-il de la responsabilité individuelle? En fait, c'est là où je parle de préparation et d'accompagnement. C'est-à-dire que dans quelle mesure les structures d'accueil, pourquoi je parlais tantôt de chefs de village, de chefs de quartier, de structures communautaires chargées d'accueillir les visiteurs et de les accompagner, parce que ces structures-là ont une certaine légitimité communautaire. Donc c'est faire en sorte que les individus s'approprient finalement le dispositif qui a été édicté par le personnel, par les professionnels de la santé, que les gens s'en approprient et à partir de ce moment-là, ils vont en faire leur propre affaire et comprendre finalement que de leur comportement dépendra la situation de la pandémie au Sénégal. Donc que chacun se dise au fond que je suis totalement responsable de la situation de la maladie au Sénégal, que de mon comportement dépend ou la propagation
ou l'endiguement de la propagation et que c'est possible, mais cela ne peut se réaliser que si et seulement si il y a un suffisant et fort dispositif d'accompagnement au niveau local, donc au niveau quartier et au niveau village. Et il me semble à ce niveau-là, évidemment, que les mesures qui devraient être prises en amont ne l'ont pas été suffisamment. Maintenant, il faut le faire tout de suite. Il faut réagir tout de suite. Il faut qu'au niveau des sous-préfectures, au niveau des préfectures, que l'on travaille rapidement avec les chefs de quartier, que l'on mobilise des comités de quartier, des comités de village, et qu'on mette en place un dispositif d'accueil des visiteurs rapidement pour renforcer leurs capacités, pour leur donner un certain nombre d'orientations qu'ils vont certainement assimiler, parce que ceux qui vont donner ça ont une légitimité communautaire, et ça va être plus facile à partir de ce moment-là de susciter des réflexes favorables à l'endiguement de la propagation de l'épidémie dans les différentes localités du pays. Si on ne le fait pas, on risque au retour de la Tabaski d'avoir une situation plus complexe à gérer. Docteur Djiby Diakhaté, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les clients et sociétaires des institutions financières sont dans tous leurs états. En cette veille de fête, ils éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir disposer d'argent dans ces différentes institutions. Famara Ibrahima Cissé est le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Oui, nous avons noté en cette fin du mois de fête de Tabaski énormément de difficultés liées au retard dans les heures d'ouverture des institutions bancaires, liées aussi au débit à tort. Autrement dit, les GAP ont d'énormes difficultés pour fonctionner normalement. Certains n'ont pas de liquidité, d'autres sont en panne, ce qui fait que des usagers qui les utilisent parfois sont victimes de débit à tort. Nous avons aussi constaté un retard pour certaines banques dans le virement des salaires, de paiement des salaires des usagers. Donc, c'est des préjudices extrêmement lourds que les usagers sont en train de vivre. En cette période de coronavirus, de la COVID-19, nous avons aussi constaté que les usagers sont exposés dehors pendant des heures sous le soleil, et ce qui ne renforce pas la qualité de service, ce qui pose un réel problème de respectabilité vis-à-vis des usagers. Le journal de l'économie, c'est fini. C'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Stopper la propagation de la COVID-19, défi que compte relever le département en charge de l'assainissement en cette période de préparatif de la Tabaski. Mise en place de toilettes mobiles dans les lieux publics et points de vente et curage des canaux. Les quelques actions menées en partenariat avec les collectivités territoriales. Le directeur général de l'assainissement, Seydi Ababacar Mbaye, a réagi dans cette édition qui a consacré une large fenêtre aux préparatifs de la fête de l'Eid el-Kébir, notamment les nombreux départs enregistrés aux gares routières de Saint-Louis et à Dakar. Tabaski qui se prépare au moment où la COVID-19 fait 200 décès, 3105 malades sont sous traitement et 156 nouvelles contaminations ont été signalées ce jour. Sur l'international aux États-Unis, pour stopper net la recrudescence de la criminalité, le gouvernement dépêche des agents fédéraux dans 3 villes où le taux est plus qu'élevé. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui, merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio que vous pouvez écouter à tout moment sur www.sudfmsenradio.com. Nous sommes mercredi et tous les mercredis, vous avez rendez-vous à 19h avec le doyen Matar Sall pour Warui. Très bonne suite de programme.